il faut voir maintenant la question de segmentation marketing. D'abord, segmenter, c'est diviser, je vous rappelle, le marché en groupes de clients homogènes. C'est la première chose. Comment choisir un segment sur le marché? Évidemment, on va partir dans notre métier. Quels sont les critères les plus pertinents pour segmenter le marché? Alors, si vous êtes, je ne sais pas, sur le marché des pâtes alimentaires, probablement que le sexe du consommateur a peu d'influence. Donc évidemment, vous n'allez pas choisir ce critère de segmentation. Donc il y a des critères pertinents et d'autre part, en fonction de l'activité. Alors, il existe différents critères de segmentation. Les plus courants, évidemment, ce sont les critères sociodémographiques, classiques, l'âge, le sexe, le revenu, la profession, la catégorie socio-professionnelle, notamment pour ce qui est loisirs, produits culturels. Si vous regardez la catégorie des enseignants, eh bien, ils consomment beaucoup plus de produits culturels que toutes les autres catégories. Donc, la profession, la catégorie socio-professionnelle a un sens pour expliquer un certain nombre de consommations. Les agriculteurs, par exemple, consomment beaucoup plus de congélateurs que les urbains. Logique, ils produisent eux-mêmes ce que l'on congèle, ils vont à la chasse, à la pêche, donc ils ont un besoin de congélation qui est beaucoup plus grand que les autres ménages. Donc il existe des segmentations selon la profession et la catégorie socio-professionnelle. Les nouveaux critères qui sont utilisés, ce sont des critères psychosociologiques, comme les styles et les modes de vie. Et notamment, on a un modèle en France qui s'appelle les sociostyles, où sur un axe qui est décomposé entre, c'est l'axe du plaisir. Est-ce que les gens recherchent à tout prix le plaisir, la motivation hédoniste, ou au contraire, est-ce qu'ils sont assez ascétiques, assez rigoureux dans leur comportement? Et l'autre axe, c'est quelle est leur aversion au changement, ou au contraire, sont-ils favorables au changement? Eh bien, sur cette carte perceptuelle, on peut représenter la totalité de la population française, un groupe de consommateurs relativement homogène, à qui on va s'adresser de manière différente. On va avoir les rigoristes, les contestataires, les frimeurs. C'est tout des groupes de gens qui ont des comportements de consommation très très différents. Donc les sociostyles, les comportements, les valeurs, effectivement, sont de nature à expliquer un certain nombre de consommations. Alors, les critères de segmentation peuvent être géographiques, ils le sont de plus en plus. C'est ce qu'on appelle le géomarketing, puisque les gens de marketing ont compris que si on habite au même endroit, on se ressemble quelque part. Les gens qui habitent dans la ZUP ont des caractéristiques communes, et puis les gens qui habitent dans des lieux très très favorisés ont aussi des caractéristiques communes, qui font qu'ils vont avoir aussi des consommations qui se ressemblent. Donc géographiques, ce sont les pays, les régions, les quartiers, les villes, le type d'habitat. C'est aussi les occasions et les taux d'usage de consommation que l'on peut distinguer. Alors, quel volume de consommation, quelle fréquence d'achat, quel montant, quelles occasions de consommation, quel type d'utilisation. Par exemple, sur la fréquentation de restaurants, on peut aller au restaurant pour se nourrir le midi, et puis on peut aller au restaurant pour une motivation de loisirs, festive, un moment de convivialité avec ses amis, avec son conjoint, etc. Et donc, vous voyez que les occasions de consommation vont engendrer des caractéristiques très différentes. Dans l'occasion de festivités et de convivialité liées au repas, au restaurant, la dépense va être très probablement beaucoup plus importante que lorsque le repas est pris à l'extérieur, dans un restaurant, uniquement pour la motivation de se nourrir le midi, dans son break, dans la journée de travail. Donc on peut expliquer aussi des différences de consommation par rapport aux occasions de consommation. Les bénéfices et les avantages recherchés, effectivement, ça ce sont aussi de nouveaux types de segmentation. Il y a des attentes des consommateurs vis-à-vis du produit qui sont très différentes, et c'est ce qu'on peut d'ailleurs illustrer, on va le voir un petit peu plus loin, par le marché de la montre. En fonction de ces critères, on va évaluer les options de pénétration de marché. Alors, il existe 3 grandes stratégies face au marché. Donc, c'est relativement simple. L'idée, c'est qu'un marché est rarement homogène.
c'est-à-dire qu'il existe différentes typologies de clients avec des besoins qui peuvent être relativement éloignés les uns des autres. Donc, on dit que le marché est segmentable en groupes de clients différenciés. Qu'est-ce qu'un segment? Eh bien, c'est un ensemble de consommateurs ou de clients dont les besoins sont relativement similaires. Alors, l'entreprise a plusieurs possibilités. Elle peut s'intéresser d'abord à l'ensemble du marché, avec un produit unique ou une gamme courte, c'est-à-dire que quelques modèles dans sa gamme. Et là, on parle de stratégie indifférenciée. Donc, elle va essayer d'avoir les gains du volume d'affaires. Deuxième stratégie possible, l'entreprise va s'intéresser à quelques segments du marché, au moyen d'une gamme spécialisée, ou bien à l'ensemble du marché, donc comme dans la première stratégie, mais avec une gamme étendue. C'est-à-dire qu'elle ne va pas prétendre satisfaire l'ensemble des clients avec un produit unique, mais qu'elle va définir un type de produit spécifique pour chaque grand segment de clientèle qu'elle a identifié. Là, on parle de stratégie différenciée. Enfin, troisième stratégie, l'entreprise peut se focaliser, se spécialiser sur un seul segment de clientèle avec une très grande différenciation de son produit. C'est-à-dire qu'elle va vraiment essayer de satisfaire au mieux le besoin particulier de cette clientèle. Et là, on parle d'une stratégie de focalisation ou de spécialisation. En fonction de ces critères, on va évaluer les options de pénétration de marché. Qu'est-ce que ça va nous coûter et nous rapporter? Une stratégie indifférenciée, une stratégie différenciée. Donc, en fonction du critère de segmentation, je sais combien je vais avoir de segments à aborder, ou une stratégie focalisée, en fonction de la segmentation que je retiens, un groupe de consommateurs particuliers. D'accord? Je regarde combien ça me coûte, combien ça peut me rapporter. Et donc, en fonction de ça, la comparaison, eh bien, je vais choisir un critère de différenciation ou pas, parce que je peux très bien choisir une stratégie indifférenciée. Donc là, c'est à ce niveau-là que je choisis mon critère de segmentation et de différenciation, qui va correspondre à une cible commerciale pour le produit. Et cette cible commerciale, ce marché, je vais le valoriser. Je vais dire, voilà, il y a potentiellement 400 000 consommateurs en France qui font partie de mon cœur de cible et qui devraient, en moyenne, acheter 120 € par mois de mon produit ou de ceux de mes concurrents. Donc, je vais évaluer le marché. Une fois qu'on a fait ça, qu'on a choisi une cible pour le produit, eh bien, on va, et là on parle du marketing opérationnel, on va élaborer le plan de marchéage, le mix produit pour la cible. Je vous rappelle, les 4 P, produit, prix, place pour distribution et publicité, donc la communication sur les produits. Alors évidemment, on commence toujours par la politique de produit, parce que ça va conditionner évidemment tout le reste. Ce sont les caractéristiques du produit qui vont orienter la politique de prix, la politique de communication et la politique de distribution. Donc toujours commencer l'examen du plan de marchéage par la politique produit. Alors le produit, on va le décliner essentiellement sous l'aspect de la marque, sous l'aspect de son aspect, c'est-à-dire de son conditionnement, sous l'aspect du service et de la qualité qui est toujours rattaché au produit. Ensuite, le prix, on va voir comment on fixe un prix pour un produit. On va voir qu'aussi on peut avoir des pratiques de prix différenciées en fonction des éléments de gamme, mais aussi en fonction des circuits de distribution. Donc on va voir un petit peu toutes les politiques de prix qui sont utilisées, élaborées par les entreprises. La place, c'est-à-dire la distribution, avec d'abord ce premier choix, est-ce que l'entreprise va distribuer elle-même son produit ou est-ce qu'elle va confier à un spécialiste ou à des spécialistes le soin de le faire? Et ensuite, quand elle confie cette entreprise sa distribution, eh bien, il y a le problème de choix des circuits de distribution. Alors tout ça, c'est en rapport, évidemment, et j'insisterai à plusieurs reprises sur ce fait, tout ça est en rapport, évidemment, avec ce qui a été décidé au niveau du marketing stratégique. C'est-à-dire que le positionnement du produit, par exemple,
conditionne le choix des réseaux de distribution. Si vous êtes sur un produit positionné haut de gamme ou luxe, eh bien, vous n'allez pas choisir un circuit de distribution de masse type grande distribution alimentaire. Donc, il y a un rapport étroit entre les éléments de ce plan de marchéage et ce qui a été défini plus en amont par la stratégie marketing, c'est-à-dire à l'intérieur des couples produits-marché, le positionnement et la segmentation de clientèle. Enfin, la dernière dimension, la publicité, et d'une manière plus générale, puisqu'aujourd'hui, la publicité n'est pas le seul moyen de communication utilisé par les entreprises. Donc, il faut parler de communication en général, puisque l'utilisation de sites internet, de réseaux sociaux, de clubs d'abonnés, eh bien tout ça, c'est au service d'une stratégie de communication et ça va bien au-delà des simples moyens publicitaires. On va mettre en œuvre ce plan de marchéage et en fonction des résultats, on va évaluer la pertinence de la segmentation. Et si les résultats ne sont pas bons, on va revenir à un nouveau choix de critères de segmentation où on va affiner la segmentation. Donc voilà le cheminement, si vous voulez, d'une direction marketing sur le choix d'une segmentation. Alors, c'est quoi une bonne segmentation, finalement ? Ça doit être pertinent, c'est-à-dire que on n'isole pas ou on ne regroupe pas les consommateurs sur des faux critères. Ce qui veut dire que le critère de segmentation, il doit être reconnu par tous. Il doit être significatif de différences de comportement. Le segment doit être atteignable. Évidemment, si je choisis un cœur de cible que je ne serai jamais en capacité de rencontrer sur un marché, rien ne me sert de choisir ce critère de segmentation. La segmentation doit être valorisable, c'est-à-dire que je dois savoir, avant de la pratiquer, ce que le marché peut me rapporter, pas ce qu'il va me rapporter nécessairement, mais ce qu'il peut me rapporter, parce qu'il y a des marchés qui sont tellement confidentiels que dès le départ, on sait qu'ils ne rapportent rien. Donc c'est quand même utile pour savoir si on va déployer des efforts ou pas. Le segment choisi doit être solvable et rentable. C'est-à-dire que, oui, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par les produits, il y en a beaucoup moins qui sont intéressés pour les payer. Donc il faut bien s'assurer que ce n'est pas simplement une opinion, oui, le produit est bien, je l'achèterai bien. Est-ce que les gens vont pouvoir disposer d'un pouvoir d'achat pour l'acquisition des produits ? C'est quelque chose de fondamental. Rentable, c'est-à-dire est-ce que je vais pouvoir vendre mes produits suffisamment chers pour dégager un bénéfice ? C'est en rapport avec la solvabilité. Enfin, la segmentation doit être adaptée aux moyens et aux compétences de l'entreprise. Et évidemment, il y a des segments qui sont plus difficiles à atteindre. Et en fonction des moyens de l'entreprise, on va peut-être être obligé d'y renoncer. Défendable, cette segmentation, ça veut dire qu'on va pouvoir développer des avantages concurrentiels importants et durables. Ça veut dire qu'on est condamné, quand on a choisi une segmentation, on est condamné quand même d'essayer de la faire vivre sur le moyen et le long terme. Que tout changement de segmentation implique des coûts très très importants pour l'entreprise parce qu'il va falloir changer tous les éléments du mix. Donc, la segmentation doit être défendable. Alors, petit exemple, la segmentation du marché de la montre en fonction des avantages recherchés par le client. Donc, on s'aperçoit que le marché de la montre est globalement, parce qu'on peut le faire beaucoup plus fin, segmenté en 5 catégories de bénéfices attendus par le client. Donc là, le critère de segmentation, c'est le bénéfice client. Alors, premier segment, l'avantage de prix. C'est-à-dire des gens qui cherchent une montre pour avoir l'heure uniquement et qui veulent payer le moins cher possible pour cela. D'accord ? Ce sont donc les produits sans marque, généralement de fabrication asiatique. C'est style les montres vendues au kilo. Problème de cela, c'est que comme il n'y a aucune
on est sur de la production de masse, il n'y a aucun contrôle qualité, donc le problème de ce type d'article, c'est que effectivement il n'est pas cher, mais que sa durée de vie peut être aussi très très brève. Hein. Et donc ça peut même déranger les gens qui ne sont pas prêts à mettre cher dans une montre. Deuxième segment, là on va vendre des montres, évidemment pour donner l'heure, mais ce qui est très important dans le choix de la montre, c'est le look. Hein, donc on se sert de la montre comme d'un accessoire de mode, en quelque sorte. Donc la montre accessoire, qui a développé ce concept, évidemment c'est Swatch. Hein, avec, je vous rappelle, chez Swatch, des tentatives de vendre des bracelets de couleurs différentes pour pouvoir accorder la montre à son costume, à son tailleur, etc. Hein, donc la montre accessoire de mode. Qui a été suivie, s'il vous plaît, par d'autres enseignes, bien évidemment, puisque Benetton a décliné sa marque en tant qu'accessoire de mode par des montres Benetton, qu'il n'a jamais fabriqué, bien évidemment. Hein, c'est juste des montres qui portent son logo. Diesel, mais vous avez aussi, on verra ça dans le sport, Nike, etc. Donc toutes les grandes marques essayent effectivement de décliner leur nom sur une montre. Ensuite, on a l'avantage de la fonctionnalité. Alors, l'avantage de la fonctionnalité, c'est-à-dire qu'on va proposer des montres pour un usage particulier. Alors, c'est souvent les montres de sport, mais ça peut être aussi les montres de plongée. Ça peut être aussi les montres qui donnent des informations complémentaires de type météorologique. D'accord ? Donc, ça, c'est la fonctionnalité particulière qui est recherchée. Alors, dans la montre de sport, évidemment, Adidas et Nike. L'avantage de la précision. Là, ce sont des gens qui veulent une belle montre. Qu'est-ce qu'une belle montre ? C'est une montre qui donne bien l'heure durablement. Hein, donc le produit de qualité, si vous voulez. Beaucoup de marques japonaises, d'ailleurs, dans ce domaine. Pas seulement. Hein, donc je vous ai mis quelques marques, Omega, Yema, Casio, Seiko, Timex, Festina. Hein, ce sont donc voilà, des montres qui sont de qualité. Alors, Festina, on est déjà au confluent de deux segments. Hein, on est presque sur la montre bijou, hein, pour les hommes. Hein, on est entre les deux. Hein, donc c'est des montres. Là, on est dans des montres qui sont grosso modo entre 100 et 400 euros, quoi. Hein, donc on est déjà dans la montre relativement coûteuse. Et puis, il y a l'avantage du paraître, hein, où là, c'est la montre bijou. Évidemment, les plus célèbres, c'est Cartier, Boucheron, Rolex, hein, où la fonction donner l'heure n'est plus qu'un prétexte à l'acquisition du produit. D'accord ? Donc on voit, hein, que dans le marché de la montre, eh bien, les positionnements sont relativement différenciés. Hein, et que chaque fabricant, d'ailleurs, puisqu'on a pu sortir des marques, eh bien, chaque fabricant est spécialisé, hein, comme s'il y avait une sorte de focalisation qui s'imposait dans le marché de la montre.